Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va passer en revue les résultats de ASML et LVMH, deux boîtes qui étaient très attendues puisque ce sont les deuxième et troisième plus grosses capitalisations boursières en Europe. Donc des résultats qui étaient très attendus, des résultats qui ont par ailleurs déçu les marchés. On a eu des très fortes baisses sur LVMH. Rien qu'après la publication, on a eu globalement du moins 7%. Et sur ASML, c'est pareil, on a des énormes chutes. On va se mettre sur le cours de ASML. Voilà, la chute est encore plus impressionnante puisqu'on a du moins 21% depuis les résultats. Donc autant dire que les résultats ont fortement déçu les marchés. On va regarder ça tous ensemble. D'abord, on va commencer par LVMH. Donc LVMH qui a publié des résultats assez médiocres. Maintenant, c'est vrai que c'était des résultats qui étaient quand même assez attendus par le marché. C'est une situation qui est conjoncturelle. C'est absolument pas lié à un défaut de produit ou à une disruption. C'est vraiment LVMH qui suit la conjoncture. Globalement, donc sur le troisième trimestre, vous le voyez ici, on a du moins 3% de croissance organique, c'est-à-dire en prenant en compte les effets de change. Et comme vous le savez, LVMH est très exposé aux devises étrangères puisqu'elle fait très peu de chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Donc le yen et le yuan principalement, ainsi que le dollar, ont affecté ces revenus-là. Et donc en prenant en compte ces effets de change, on a du moins 3%. On voit tout à fait que par contre la partie selective retailing, donc Sephora, ainsi que les parfums et la cosmétique sont toujours en croissance, ce qui montre bien la résilience du secteur de la beauté, contrairement au secteur un peu plus historique comme la mode, qui après de nombreux trimestres de forte croissance, ici commence à chuter avec un moins 5%. Les vins et les spiritueux, c'est la conjoncture également, avec notamment tout ce qui est réglementation de la Chine face aux exportations de vins européens. Donc forcément là c'est beaucoup plus cyclique, les spiritueux, donc il y a du moins 7. Et après les montres et la joaillerie, là c'est pareil, on a du moins 4 parce que c'est également plus cyclique. Donc un trimestre qui est plutôt décevant, mais après quand on met en relation la conjoncture et les attentes aussi, en fait c'est un trimestre qui est plutôt moyen, voire normal. Il n'y a absolument pas à s'inquiéter. C'est pas parce que vous avez une très forte volatilité que l'entreprise a perdu son avantage concurrentiel, que le business de l'entreprise est mort. Loin de là, on a quand même des résultats qui sont moyens. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas grand chose à dire de toute façon, vu que c'est uniquement la conjoncture. Au niveau du conference call, ici, je préfère le préciser, c'est uniquement un sales call, c'est pas un earnings call. Donc en fait, on a uniquement les chiffres des ventes et pas de marge et de bénéfices. Concernant le conference call, je me suis trompé, je vous avais dit moins 3% en prenant en compte les effets de change. Non, c'est en les excluant et en les ajoutant, on a une baisse qui est légèrement plus prononcée, donc on arriverait à moins 5% environ. Ça, c'est une hypothèse vu qu'ils sont pas mentionnés, mais voilà, ce serait à peu près de cet ordre-là, de quelques pourcents. Donc ce qui est à noter, c'est un principal ralentissement venant de la demande au Japon, puisque le yen s'est fortement renforcé, ce qui permet du coup, au contraire, ce qui a empêché de nombreuses exportations, et notamment les touristes chinois qui vont au Japon, de consommer davantage de produits de luxe. Donc ça a légèrement ralenti la croissance au Japon, mais il faut nous souligner que le Japon est actuellement le seul pays en croissance parmi les zones géographiques de LVMH. Donc ça, c'est un point très important. Parmi donc ces fameuses zones géographiques-là, il y a toujours le léger ralentissement en Europe et aux États-Unis. Au Japon, donc c'est pareil, on l'a dit, il y a une très forte croissance. Et forcément, la Chine qui plombe les résultats. Une question qui m'avait intéressé venant d'un analyste était donc le lancement d'une gamme abordable de luxe, donc forcément pour attirer les clients aspirationnels, ceux qui se sont du coup retirés du marché avec la hausse des prix et tout simplement la cyclicité du marché. C'était donc clairement introduire une gamme abordable n'est absolument pas notre priorité. Ce serait d'ailleurs une énorme erreur, donc big mistake. Et enfin, ils ont dit qu'ils restent fidèles à eux-mêmes. Donc là, vous voyez bien que l'identité du groupe est vraiment en fait ce qu'ils recherchent le plus. Conserver cette identité-là et continuer à augmenter la désirabilité du groupe, vu que c'est le maître mot en fait dans cette industrie-là, promouvoir la désirabilité du groupe. Concernant donc le futur de l'industrie du luxe, ils sont toujours extrêmement confiants face à l'émergence d'une classe moyenne supérieure en Chine et d'ailleurs autre part dans le monde, mais c'est surtout la Chine et l'Asie. Ils ont dit d'ailleurs qu'ils s'attendaient à voir de grosses croissances comparables et notamment au Japon. Et ça, c'est dû à quoi? Quand vous avez une année qui est difficile, si l'an prochain vous anticipez une meilleure année, vous allez avoir une
base comparable qui va être très très favorable, et donc vous pourrez avoir une croissance assez facilement. C'est ce qui se passe d'ailleurs en fait pour à peu près tous les acteurs de l'industrie du luxe. Concernant l'investissement dans la holding de Remo Ruffini, celui qui est le fondateur et propriétaire de l'entreprise Moncler. Pour l'instant, ils prévoient donc que ce n'est absolument pas une cible d'acquisition. Ils veulent simplement l'aider à garder son indépendance. Donc voilà, ils le disent, hein, ils rajouteront environ que 3% du capital, ils n'iront pas jusqu'à l'acquérir puisqu'ils considèrent que Remo Ruffini est un excellent manager et que son entreprise est excellente sur le long terme. Donc en fait, ils voient vraiment ça comme un investissement à long terme qui pourra porter ses fruits, qui va donc notamment doper le portefeuille de titres financiers, ce qui fait en gros monter les capitaux propres du groupe. Un point qui est essentiel d'ailleurs pendant ce conf call, c'était que la principale source de décroissance du groupe venait des effets de change défavorables ainsi que de la baisse des volumes. Mais attention, les prix ont eux augmenté, ce qui fait que la désirabilité continue d'augmenter même dans une conjoncture qui est difficile. Et ça c'est très très intéressant puisque vous avez des acteurs comme Kering, eux qui sont forcés de baisser les prix. Et là ici, Louis Vuitton, ils vont dire que eux, ils font l'inverse dans une conjoncture qui est encore une fois très très compliqué. Donc c'est un point qui est très très important et ça démontre donc encore une fois la force des marques de Louis Vuitton. Le dernier point de ce conf call qui m'intéressait, ça concernait en fait les acquisitions, puisque vous le savez, Bernard Arnault avec LVMH a acquis énormément d'entreprises pour en faire un empire du luxe et ces acquisitions donc ont énormément contribué à la stature qu'a LVMH aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils le disent juste ici, ça risque d'être plus compliqué pour les prochains trimestres. Pourquoi ? Puisque les vendeurs vendent haut en se basant sur le prix d'hier, alors que les acheteurs attendent un prix plus bas, incluant le ralentissement en cours et anticipé. Ce qui veut dire que forcément les vendeurs, ils vont pas tenir compte des prévisions économiques, alors que eux, les acheteurs, ce qui compte justement, c'est le futur et acquérir des boîtes qui vont avoir de la croissance. Ce qui veut dire que vous avez un énorme gap en fait entre le prix que proposent les vendeurs et celui qu'attendent les acheteurs. Donc voilà, pour l'instant, il ne se précipite pas. Bernard Arnault reste confiant dans son portefeuille existant avant d'aller acquérir des entreprises à un prix absurde. Donc, c'est une très bonne allocation du capital, tout simplement, puisqu'il préfère d'abord investir dans ces marques-là avant d'aller racheter des concurrents. Concernant ce conf call-là, donc il n'y avait pas grand-chose de plus à dire. En fait, LVMH, c'est une boîte qui est quand même assez simple. Il n'y a pas d'éléments particuliers à comprendre. Ça reste du luxe. Maintenant, voilà, il y a une conjoncture qui est assez difficile. LVMH d'ailleurs s'en sort quand même plutôt bien, je trouve. Ils sont plus ou moins avec la moyenne du secteur. Maintenant, qu'est-ce que ça donne niveau valorisation ? On peut regarder ça sur le graphique de LVMH. Actuellement, on est à peu près à 21-22 fois les bénéfices. Ça reste quand même assez attractif pour le point de vue long terme, puisque Bernard Arnault, lui, s'attend à une croissance de 8 à 9% des ventes. À cela, il faut ajouter un dividende d'environ 1,8%, même 2%, vu qu'on a bien baissé au niveau du prix. Il y a aussi des augmentations de marge qui peuvent être faites et l'utilisation de l'effet de levier pour aller acquérir des concurrents. Donc ça, c'est pas inclus dans les 8 à 9%. Donc voilà, vous avez quand même un très très beau potentiel à long terme. Maintenant, voilà, c'est sûr que la conjoncture aide pas. Est-ce qu'il faut acheter au prix actuel ? Si vous avez un horizon de temps long, ça peut être un très bon point d'entrée puisque vous le voyez sur une base de 5 ans. Donc on va même regarder avant la période du Covid qui était exceptionnelle. En fait, vous êtes sur des plus bas historiques, vous le voyez, autour de 21 fois les bénéfices. C'est des plus bas historiques, donc forcément pour du long terme. L'entreprise LVMH garde toutes ses qualités, donc il n'y a pas de doute à avoir, de crainte à avoir, il faut juste être capable d'accepter la volatilité. Maintenant, si vous voulez faire du trading et faire un investissement à court terme, un swing trading, c'est pas forcément la bonne solution puisque ça peut tout à fait remonter, mais on reste dans une conjoncture qui est particulièrement difficile pour le groupe. Tous les acteurs hormis Hermès et Ferrari sont dans le mal, très clairement. Donc voilà, il y a quand même de la volatilité, ça peut encore baisser. Il y a quelques années, on était aux 550 euros, voilà, j'avais noté un point ici, autour des 540 euros même. Donc vous voyez, ça peut encore baisser de 10% par rapport au prix actuel. Donc voilà, si vous avez un horizon de temps, un horizon long terme, vous pouvez d'ailleurs commencer à construire une ligne. C'est pas un conseil en investissement, d'ailleurs ces vidéos ne le sont pas. Mais voilà, il n'y a aucune crainte à avoir, donc ça peut être un bon point d'entrée. Mais pour les investisseurs à court terme, c'est peut-être pas une bonne chose d'entrer sur un secteur qui est en plein momentum baissier. Maintenant, on va s'attaquer à ASML. ASML qui a d'ailleurs proposé un rapport assez compliqué. Vous avez vu, il y a une chute énorme du cours de l'action. On va se mettre sur le graphe d'ASML. Voilà, on a perdu en fait moins 20% en l'espace de 2-3 jours à peine. Donc il y a eu une
énorme déception de la part des investisseurs. Déception qui continue encore à se matérialiser aujourd'hui, puisqu'on on est encore dans le rouge, c'est léger, mais on est encore en négatif aujourd'hui. Et là où en fait le bas blesse, c'est que vous avez globalement en fait un bon rapport trimestriel avec une croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires, une légère contraction des marges, mais ça reste quand même de la croissance. Le souci, c'est que en fait, votre carnet de commandes, puisque ASML est un business à carnet de commandes, vous prenez une commande pour ensuite être livré dans les prochains trimestres, voire années, en fonction des machines que vous achetez. Ce carnet de commandes là, il est en fait en forte diminution puisque vous avez moins 52% d'ordres qui ont été passés par rapport au Q2, donc c'est-à-dire il y a 3 mois. Et en fait, ce carnet de commandes, il vous indique les prochains trimestres, la tendance qui va venir. Donc c'est un signal très très mauvais, c'est un signal très négatif pour le marché, puisque en fait on s'attend à une croissance bien inférieure à ce qu'on anticipait avant, et quand vous êtes en fait valorisé à environ 45 fois les bénéfices, vous n'avez pas le droit à l'erreur, et là c'est ce qui s'est passé. Donc la valorisation dégringole, vous le voyez maintenant, on est valorisé à des niveaux quand même beaucoup plus raisonnables, on est en dessous des 37 fois les bénéfices. C'est quand même un peu plus sain ce niveau de valorisation là. Donc concernant le conf call, moi personnellement voilà, et c'est ce que le secteur pense, c'est que on a une cible de prix, une target price sur SML qui est abaissée puisque la croissance sera plus faible, mais il n'y a aucune crainte à avoir sur le business puisqu'ils restent les seuls à proposer la technologie EUV, donc c'est la technologie qui permet de fabriquer les semi-conducteurs. En fait, ça fait partie de la chaîne de valeur. Ce sont les seuls, et de ce côté-là, il n'y a pas de disruption. Le business model n'a pas changé, c'est seulement la croissance qui est revue à la baisse, mais la croissance par contre à long terme qui est soutenue par des méga tendances. On le rappelle, l'intelligence artificielle et la transition énergétique. Ces deux méga tendances-là, elles ne sont absolument pas modifiées, donc vous avez toujours un potentiel à long terme qui est intact. Maintenant, voilà, la croissance à court terme, elle, a été bien entamée. Je vous l'avais mis un peu en bas. En gros, on s'attend à du 16% voilà, de croissance ici du CA pour 2025, alors qu'avant, on s'attendait quand même à un peu plus, même autour des 20-25%. Donc forcément, quand vous avez de telles révisions à la baisse, le prix dévisse tout simplement. Concernant donc la thèse d'investissement, je vous le disais, le business n'a pas changé, le management lui non plus, ainsi que l'allocation du capital qui est principalement tournée d'abord vers les investissements organiques, deuxièmement les dividendes, et ensuite les rachats d'actions quand il y a trop de cash, mais là c'est pas le cas, ça reste intact. Vous le voyez ici, vous avez un moins 20% en l'espace de 2 jours, c'est quand même énorme, c'est suffisamment rare pour être souligné, et en fait cette volatilité là, c'est le prix à payer pour avoir une entreprise qui est leader de son marché, et ce marché qui est d'ailleurs en forte croissance. Donc c'est pas étonnant non plus d'avoir une volatilité, c'est juste le prix à payer. Le management, lui, reste toujours confiant à horizon 2030, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un passage que je trouvais également très très intéressant sur ce conf call là, c'était que dès que la situation reviendra à la normale, vous aurez une forte hausse du cash conversion. Pourquoi ? Puisque ASML, c'est un business à carnet de commandes, donc vous allez fortement avoir des créances clients. Sauf que là, comme les commandes ont fortement diminué, vous allez avoir beaucoup moins de créances clients. Les créances clients, ça va impacter votre BFR. Donc là, si on a une normalisation de l'activité avec une hausse du carnet de commandes, vous aurez plus de paiements, vous allez avoir un inventaire qui va diminuer, donc ça aussi c'est favorable pour le BFR. Et ensuite, tout simplement, voilà, vous aurez un meilleur cash conversion, ce qui va aider à pouvoir investir davantage ou alors à redistribuer également davantage, et ça va soutenir la valorisation. Un autre élément, c'était que, alors ça c'est un élément un peu spécial vu que ça va avoir deux aspects, un positif, un négatif. Il précisait donc que la Chine devrait représenter seulement 20% du CA en 2025, alors que actuellement c'est un petit peu plus. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup il y a moins de chiffre d'affaires, donc forcément il y a un manque à gagner. Le deuxième point, c'est que forcément il y a moins de dépendance à la Chine, ce qui fait que vous êtes moins exposé au risque des restrictions américaines. Et si vous suivez le dossier ASML, vous vous en rendez compte depuis plusieurs semaines. Quasiment toutes les semaines, le gouvernement américain annonce des sanctions pour les exportations de semi-conducteurs à destination de la Chine. Donc ça, forcément, ça joue un rôle énorme sur le cours de l'action et même le potentiel chiffre d'affaires. Et donc voilà, comme vous avez moins de dépendance à la Chine, vous avez des revenus qui sont potentiellement plus sécurisés et moins de volatilité sur le cours. Ça, c'est évident, forcément. Moins de dépendance à la Chine, c'est toujours plus intéressant pour une boîte qui est plus ou moins dépendante à la politique américaine. D'un point de vue opérationnel, par contre,
On a une amélioration significative, ils le disent, des nouvelles machines face à la précédente génération, plus 37%, donc là c'est quand même un excellent point. Le deuxième point, ça c'était plutôt une réflexion personnelle, c'était qu'on a probablement été trop optimiste à court terme en fait sur le potentiel de croissance à ASML. Et en fait ce qui est difficile avec ce secteur là, c'est que c'est un secteur qui est particulièrement cyclique, donc c'est compliqué en fait de prévoir, de faire des estimations de commandes et de chiffre d'affaires, notamment puisque le principal client c'est TSMC, un acteur qui est taïwanais, qui représente en gros 60 à 70% du chiffre d'affaires de TSMC, enfin de ASML en fonction des trimestres. Et c'est peut-être un souci de timing de TSMC, ce qui veut dire que les commandes qui n'ont pas été effectuées au Q3 seront probablement effectuées au Q4. En tout cas, ça c'est aussi une réflexion personnelle, c'est une hypothèse, hein, c'est pas quelque chose qui est avéré, mais c'est peut-être quelque chose qui va se passer. Maintenant, concernant la valorisation et les perspectives, donc je vous le disais, on s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de 16% pour 2025, là où c'était quand même bien supérieur il y a seulement quelques trimestres. Vous aurez aussi une augmentation de la marge brute, mais là aussi bien inférieure à ce qu'on attendait auparavant. Auparavant, on s'attendait à 55% durant le Capital Market Day en 2022, donc c'est là où en fait ils vont faire des annonces pour les prévisions du secteur. Il y en aura d'ailleurs un de Capital Market Day le 14 novembre, je crois, donc d'ici moins d'un mois, et ça va être déterminant pour comment va évoluer le secteur au prochain trimestre. Donc on a 52% de croissance du marge brute, ce qui nous donne au finalement quasiment 20% pardon, de croissance du profit brut, avec potentiellement une amélioration de la marge opérationnelle grâce au levier opérationnel. Ici, ce sont les coûts fixes versus les coûts variables, c'est-à-dire qu'une entreprise qui aura beaucoup de coûts fixes, eh bien, plus elle va monter son chiffre d'affaires, plus sa marge également va augmenter. Je vous ai mis ici, voilà, je me suis noté de le mettre comme exemple. On va regarder ensuite ensemble la croissance en gros du chiffre d'affaires face à la croissance du bénéfice opérationnel, et vous le voyez ici en fait pour chaque année en gros vous avez ici 31% de croissance alors qu'ici vous en avez 49. En 2018, pardon, ça se renouvelle. Vous avez une croissance de l'EBIT, le bénéfice d'exploitation, qui est supérieur au chiffre d'affaires. Et là, c'est un exemple assez particulier puisque en cas de baisse du chiffre d'affaires ou parfois en cas de hausse du chiffre d'affaires mais qui est trop peu importante, vous avez aussi une dégradation de la marge opérationnelle. Et donc, vous voyez bien que en fonction des années de croissance, vous avez quasiment toujours une augmentation de la marge opérationnelle. Donc, on peut également s'attendre à une croissance de la marge opérationnelle durant l'année 2025. Maintenant, ben voilà, ce que je notais, c'est qu'une valorisation qui est supérieure à 40 fois les bénéfices, c'est difficilement soutenable avec le ralentissement que l'on connaît actuellement. On a toujours de très bons points d'entrée, hein. Je vais enlever ça parce que ça me prend la tête. Voilà, vous avez une belle oblique qui pourrait potentiellement du coup matérialiser un cours autour des 600 € d'ici les prochaines séances. Autour des 600 €, du coup ça nous ferait un PER de 35. Donc voilà, avec la croissance on devrait quand même avoir un joli forward PE. On va voir à quoi s'attendent les analystes concernant donc la croissance du bénéfice par action qui est attendue. Elle me paraît d'ailleurs assez importante, hein, puisqu'en fait les analystes s'attendent à une croissance de 34% du bénéfice par action sur 2025 face à 2024. Je sais pas si c'est des chiffres qui ont été ajustés en prenant en compte du coup le dernier conf call, puisque ça me paraît quand même assez énorme, hein. Moi j'aurais plutôt tablé sur du 20 à 25%, pourquoi pas. Donc là il doit sûrement y avoir un effet avec les impôts, peut-être un taux d'imposition qui est plus faible, mais voilà, 35% ça me paraît quand même assez important. Moi voilà, j'aurais peut-être plutôt pris 25%, ce qui nous ferait en gros un prix de 26,6 fois les bénéfices 2025. Voilà, ça me paraît quand même un peu plus raisonnable de prendre un taux de croissance de 25% plutôt que de 35. 35 ça me paraît vraiment énorme. Voilà, donc ça reste quand même assez abordable, hein. 26 fois les bénéfices 2025 pour une boîte qui est en monopole sur un secteur en forte croissance. Voilà, je sais pas ce qu'il faut de plus honnêtement. Moi perso, j'aimerais bien rentrer sur le dossier. Voilà, vous le savez, hein, je suis quand même fortement investi sur Téléperformance, ce qui me bloque en fait tout mon cash sur mon PEA. Mais voilà, c'est vrai que si on atteignait par exemple les 600 €, ce qui ferait quand même un très bon point d'entrée à long terme et également à court terme, puisqu'on aurait touché une oblique. C'est pas un conseil en investissement, encore une fois je peux me tromper, mais pourquoi pas voilà, attendre les 600 €. En attendant, voilà, ça reste quand même un très beau dossier qui peut être très intéressant à détenir sur du long terme. Concernant cette publication-là, elle est quand même assez médiocre, mais encore une fois, le business n'a pas changé et il faudrait être très très attentif au Capital Market Day le 14 novembre, puisque ça va indiquer la tendance à venir pour les prochains trimestres. On a fini avec LVMH et ASML. Si vous avez des questions sur le business ou éventuellement la valorisation, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!